Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Ils sont sortis ce soir même de prison. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé libres, une liberté des deux détenus sous condition. L'ancien président et son ministre de la Jeunesse doivent donc respecter les conditions fixées par la Chambre, entre autres l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Le centre Amepu Yopougon change de dénomination. Il s'appelle Amepu Dominique Ouattara. Elle était dans ce centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida. La première dame Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida, a exprimé son engagement dans la lutte contre cette pandémie. Et puis les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur sont connus. Ils sont 40. Le vice-président Daniel Kablan Duncan leur a remis leur chèque aujourd'hui. Cette initiative vise à inculquer aux jeunes le goût de l'auto-emploi. Ouvrons ce journal par cette information tombée cet après-midi. Inculpés de crimes contre l'humanité, ils avaient été acquittés mi-janvier. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. Ils sont sortis ce soir même de la prison de la Haye, une liberté sous condition. Des deux hommes se rendront dans un pays prêt à les accueillir en attendant un éventuel appel. Ici, en Côte d'Ivoire, les réactions n'ont pas tardé. L'épouse de l'ex-président a réagi suite à cette décision de la CPI. Je vous cite ces propos de Simone et Yves Gbagbo. Ils sont enfin dehors, libres, rendons gloire à Dieu. Leur retour au pays suivra sûrement. Je vous propose à présent une autre réaction, celle du RHDP, son porte-parole, Touré Mamadou, au micro de Issa Tionayeo. Il s'agit d'une décision de justice. Nous n'avons pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Donc, sur la décision qui a été rendue, aucun commentaire particulier. Nous prenons note de cette énième décision de la Cour pénale internationale. Autre réaction après l'annonce de la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nos reporters se sont rendus à Yopougon, dans cette commune. C'est dans le calme que la nouvelle a été accueillie. Comme vous le voyez sur ces images, il n'y a donc pas eu de rassemblement particulier. La vie a donc continué son cours normal. Dans la commune d'Abobo aussi, les populations ont vaqué comme d'habitude à leurs occupations. C'est donc dans le calme que la population a accueilli la décision de la Cour pénale internationale. La commune n'a enregistré aucune manifestation ce vendredi, comme l'attestent ces images tournées juste après le verdict de la CPI. Je vous emmène à présent à la Haye, du côté de la Cour pénale internationale. La procureure s'est prononcée sur cette décision. Je vous invite à suivre Fatou Bensouda. Nous prenons acte de la décision de la Chambre d'appel. L'accusation était disposée à accepter la mise en liberté sur certaines conditions. Il s'agit de veiller à ce que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se représentent devant la Cour sur leur procès devait se poursuivre. L'accusation peut toujours faire appel de la décision du 15 janvier d'acquitter M. Gbagbo et Blé Goudé de graves accusations portées contre eux. À ce stade, l'équipe de l'accusation attend toujours que les juges de la Chambre de première instance communiquent leur décision écrite, accompagnée des motifs juridiques justifiant leur décision d'acquittement. Ce n'est qu'après un examen et une analyse approfondie de ces motifs que mon bureau va décider ou non d'interjeter appel. Voilà pour ce qui concerne la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Autre chose à présent, le centre Amepu Yopougon s'appelle désormais centre Amepu Dominique Ouattara. La première dame a accepté qu'il soit ainsi baptisé. Elle a effectué aujourd'hui une visite dans ce centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida. La première dame, Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida, compte apporter son soutien à la lutte contre cette pandémie. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. La première dame à Yopougon ce vendredi, précisément dans le centre qui porte désormais son nom, Centre Amepu Dominique Ouattara.
Elle s'y est rendue pour apporter soutien et réconfort aux pensionnaires du dit centre, c'est-à-dire des femmes vivant avec le VIH. Lorsqu'elle arrive sur le coup de 11 h, c'est une marée de personnes visiblement heureuses qui l'accueillent, l'obligeant ainsi à prendre un bain de foule. Heureux aussi, le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Kone. Dans son allocution de bienvenue, il indique que c'est un honneur à sa commune avec cette visite de l'épouse du chef de l'État, la première qu'elle effectue en cette année 2019. Heureuse également la directrice du centre. Pour elle, les femmes, notamment celles vivant avec le VIH, n'ont plus rien à craindre vu que le soutien de la première dame ne leur fait pas défaut. Maman, merci. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de vous voir. Je voudrais profiter pour louer votre engagement. Vous êtes une femme au grand cœur. Votre engagement nous rassure. Vous, à nos côtés, nous n'avons peur de rien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de la directrice pays de l'ONU-SIDA, a salué les actions de la première dame en matière de lutte contre le sida, faisant d'elle ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Il a par ailleurs indiqué que c'est grâce à elle que le rôle du gouvernement en cette matière est aujourd'hui payant. La situation du VIH en Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée. Notre pays, qui a enregistré un progrès de plus 6% concernant les données de la PTM, est logé dans le groupe des pays ayant une progression certes lente, mais vers l'atteinte des objectifs de 2020. Même si nous ne figurons pas encore dans le groupe de pays ayant une progression rapide vers l'atteinte des objectifs de 2020, tel le Cap-Vert, il n'en demeure pas moins, Madame la Première Dame, que la place de notre pays reste largement honorable par rapport à celle des pays qui connaissent une régression et qui doivent mettre en place des stratégies innovantes et vigoureuses. En réalité, Madame la Première Dame, c'est à vous que nous devons ces résultats. En s'adressant à ses sœurs, la Première Dame affirme que leur combat est aussi son combat et que rien ne peut ébranler sa détermination pour ce qui est de son soutien sans faille. Mes chères sœurs, en tant que femme, en tant que mère et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, votre combat pour la vie et pour le bien-être de vos familles est aussi le mien. C'est pourquoi le plaidoyer que je fais sur toutes les tribunes internationales, chaque fois que l'occasion m'est offerte, est celui de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de lutte contre le sida pédiatrique. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel afin que chacun de vous persévère dans ses actions pour mettre fin au sida dans nos pays. Car c'est tous ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie et à éradiquer définitivement cette maladie de nos sociétés. Pour ma part, mes chères sœurs, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter mon soutien. Comme lors de chaque déplacement, la visite de la Première Dame au centre Amépoule a été pour apporter du baume au cœur de ses hôtes. Plusieurs présents à son actif, évalués à environ 57 millions de nos francs, y compris les 20 millions de francs CFA ayant servi aux travaux de réhabilitation et à l'équipement des bureaux du centre Amépoule. La joie aussi était au rendez-vous à l'occasion de cette visite. Les artistes invités ont valablement contribué à égayer toutes les personnalités présentes qu'ils ont fait chanter et danser sans exception. Ils sont 40 lauréats vainqueurs du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2018. Ils ont reçu aujourd'hui leur chèque des mains du vice-président Daniel Kablan Duncan, un prix qui vise à encourager les jeunes à entreprendre. Ahmed Traoré, Francis Boifo. Sur les 909 postulants au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, 40 ont réceptionné leur chèque de façon symbolique. C'est une initiative du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le super prix est revenu à Aboua Boua Fabrice. Le projet que nous avons présenté, c'est le recyclage et la transformation des déchets liquides de manioc pour produire de l'alcool médical. Ce projet nous a pris 2 ans d'études.
Le gouverneur du district d'Abidjan rappelle les objectifs de ce prix. Ces jeunes nous donnent des leçons de vie. Pour les aider, nous avons instauré un système de coaching, j'allais dire d'encadrement, soutenu par des cours dits de développement personnel et de psychologie d'entreprise. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Il se félicite de l'engouement que suscite le prix Alassane Ouattara. La question de l'emploi, le taux d'emploi de ces jeunes constitue, si elle n'est pas traitée énergiquement et efficacement et rapidement, non seulement un des sujets de préoccupation face au péril migratoire, mais aussi un facteur de déstabilisation interne compte tenu du poids prépondérant de la population jeune dans la structure démographique de nos États. À raison donc de ce défi important, il nous faut favoriser l'essor d'un secteur privé compétitif et pourvoyeur d'emplois. Actuellement, vous savez, c'est l'Asie qui tire la croissance dans le monde. Et pas plus tard que dans 15-20 ans, c'est bien l'Afrique qui va tirer donc la croissance dans le monde. Je vous ai dit tantôt, la croissance est de 4,3% en Afrique, elle est de 2,8% au niveau mondial. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 5e édition. 140 jeunes ont bénéficié d'environ 800 millions de francs CFA et ont pu créer plus de 600 emplois directs. L'État va accélérer sa politique de logement. De grands opérateurs vont bientôt investir dans le secteur. Le ministre de la Construction a donné l'assurance hier. Bruno Ndabanye-Koné a rencontré la presse. Il a aussi annoncé la modernisation des services du secteur de la construction et du logement. Cheikh Koné, Alvorassa. 6 mois après sa nomination à la tête du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, l'heure n'est pas encore au bilan de ses actions, s'est défendu Bruno Koné devant les journalistes. Toutefois, pour ce qui est des axes stratégiques de développement des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné a annoncé des réformes et des actions prioritaires pour 2019. C'est réduire les tracasseries auxquelles font face les usagers de nos services. C'est redonner à l'ACD une force et une intégrité juridique qui en referont un élément de facilitation et de sécurisation des transactions en matière foncière. Pour Bruno Koné, l'un des handicaps du marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire demeure le faible taux de crédit accordé aux particuliers par les banques. Ce taux atteint à ce jour 6%. Dans un pays comme le Maroc, c'est 60% du crédit octroyé aux particuliers. Vous voyez donc, l'écart est très grand. Et qu'est-ce qui fait la différence? L'absence de financement, tout simplement parce que les financiers et les banquiers n'ont pas confiance dans les mécanismes qui sont en place, dans les outils qui sont en place. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rappelé que la mise en œuvre d'une politique de logement efficace est liée à l'existence d'une régulation pertinente du marché. C'est pourquoi il a insisté sur le maintien de la mesure de paiement de 2 mois d'avance et de caution pour la location d'un bien immobilier. Au niveau du foncier, il a révélé la délivrance de 3000 ACD sur les 5 dernières années. Pour lui, l'un des chantiers majeurs de son administration sera de moderniser, simplifier et sécuriser les titres de propriété grâce à des technologies et des procédures innovantes. Un important travail a été entamé à travers notamment l'élaboration du schéma directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain. Nous avons l'ambition de mettre en place avec les autres acteurs un référentiel national unique. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est prêté aux questions des journalistes. Échanges qui ont permis à Bruno Koné de souligner la nécessité pour lui de travailler pour faire évoluer positivement l'image de ce ministère en facilitant les démarches des usagers de ses services. Notons que plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment le recrutement de promoteurs étrangers disposant de capacités techniques et financières de production de masse de logements afin de donner un coup d'accélérateur au programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité annonce aussi les chantiers 2019 de son secteur. Andésiré Ouloutou a d'abord fait le bilan de l'année écoulée. Parmi les activités réalisées, il y a entre autres la construction du centre d'enfouissement technique et le lancement de la nouvelle politique de gestion des déchets. Les détails avec Grace Kando.
La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité présente les acquis de son département ministériel au titre de l'année 2018. Selon Anne-Désirée Ouloto, beaucoup a été fait dans les secteurs des déchets et de l'assainissement. L'actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district autonome d'Abidjan est achevée et adoptée par le gouvernement. Un soutien de la Banque mondiale est attendu pour l'organisation d'une table ronde des bailleurs afin de mobiliser des ressources en vue de la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement relativement à la poursuite du projet du bassin versant du Gourou, dont un prêt également de 29 milliards de francs CFA a été signé avec la BOAD. Dans le domaine de la salubrité, l'on note la réforme et la modernisation du secteur des déchets avec la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et la construction du Centre de valorisation et d'enfouissement technique pour une élimination écologiquement rationnelle des déchets. 2019 s'ouvre également avec de nouvelles perspectives pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Il s'agira de renforcer le cadre législatif et réglementaire, l'information, la formation et la sensibilisation des populations, le renforcement du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de nos actions, l'amélioration de la politique de gestion des déchets, de la lutte contre les nuisances et de l'accès à un système d'assainissement et de drainage amélioré en milieu urbain et rural. Pour relever tous ces défis, la ministre Anne-Désirée Ouloto exhorte ses collaborateurs à plus d'engagement et d'ardeur au travail. Dans le secteur de l'environnement aussi, l'on s'active vers une meilleure gestion du littoral ivoirien. Il s'est tenu mardi dernier un atelier sur la question. L'objectif est de valider le projet de décret portant sur l'Agence nationale de gestion du littoral. Ouidjan Télé, Soro, Franck Quadio. Long de 566 km, le littoral ivoirien couvre une superficie de 23 253 km². Un littoral soumis à une forte dégradation environnementale, notamment les phénomènes naturels d'érosion et d'inondation. Pour y faire face, l'avant-projet de décret portant sur la structuration de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral ivoirien a été observé et validé par les spécialistes des questions environnementales. L'agence sera un peu comme la veille de tout ce qui se passe au niveau du littoral. Par exemple, quand on veut construire une usine, il y a certaines précautions à prendre. Eh bien, l'agence va encadrer cela. Si on veut construire des hôtels, il y a des précautions à prendre, il y a des limites à respecter. Comment réglementer le minage de sable au niveau du littoral où les gens vont extraire le sable? La mise en place de cette agence constitue un élément clé de l'opérationnalisation de cette loi du littoral. Elle sera également au centre des activités de renforcement institutionnel et de mise en place de systèmes d'information au niveau national. Après aménagement si nécessaire, au secrétariat du gouvernement, l'avant-projet du décret sera soumis au président de la République pour signature. En Côte d'Ivoire, cette zone constitue 90% des échanges extérieurs, environ 60% du produit intérieur brut réel. Le ministre de l'économie numérique Claude Isaac D fait le constat de l'état d'avancement des travaux du VITIB de Grand Bassam. Le projet avance grâce au soutien de l'État de l'Inde, le bâtiment devant accueillir le siège du VITIB est même en voie de finition. Mahama Traoré. 10 milliards de francs CFA, c'est la ligne de crédit dégagée par Exim Bank Inde pour financer les entreprises désireuses de s'installer sur le parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam. Un parc dédié au développement des TIC et de la biotechnologie avec régime de zone franche, c'est-à-dire une zone où les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers particuliers. Malgré des années de léthargie, ce projet initié par le gouvernement est en train de prendre forme. On compte déjà une vingtaine d'entreprises déjà installées, comme ce laboratoire de tests ADN, ce studio de production audiovisuelle, cette data center et même une unité de fabrication de médicaments. Claude Isaac D, le ministre de l'économie numérique, est venu faire le constat. Notre visite, c'est de faire le point, comme je disais, voir ce qu'il faut faire, discuter avec ceux qui sont déjà là, mais surtout nous assurer
que ce qui est visé par la Côte d'Ivoire soit atteint dans les meilleurs délais. Dire aux entreprises que le site commence à être prêt. Nous allons accélérer la commercialisation, la promotion du site, nous assurer que ceux qui viennent ici apportent un plus et non pas répliquent ce qu'on trouve par ailleurs. Voilà, parce qu'il y a d'autres zones industrielles qui existent aussi au niveau du pays, mais ici se joue l'avenir des TIC en Côte d'Ivoire. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB sera implanté sur 180 hectares. L'aménagement de ces sites est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire afin de faciliter l'installation des entreprises. Un incendie s'est déclaré aux environs de 14 h ce vendredi dans les locaux d'une société de fabrication de produits chimiques de la zone industrielle de Koumassi. Le feu a fait des dégâts matériels, mais il n'y a aucune perte en vie humaine. Les pompiers ont circonscrit l'incendie. Les riverains, quant à eux, se disent inquiets car les incendies se répètent dans certaines entreprises de la zone industrielle de Koumassi. Notre équipe de reportage s'est vue refuser l'accès aux locaux pour faire le constat du sinistre. Les transporteurs saluent l'assainissement de leur secteur. Plusieurs organes mis en place pour une meilleure administration du secteur, des institutions qui visent à mettre fin au désordre dans ce domaine. Les entreprises exerçant dans le secteur se sont rencontrées hier. Lansine Bakayoko. 2 organes administratifs pour mettre fin au désordre dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Le Grand Abidjan Mobilité et l'Autorité de régulation du transport intérieur. Ces mesures gouvernementales plutôt bien accueillies dans les milieux des transporteurs ivoiriens. Nous souhaitons que l'autorité soit mise en place le plus tôt possible et que sa mise en place effective ne prenne pas de temps. Parce que les transporteurs routiers en ont besoin, les usagers du transport en ont besoin, les opérateurs économiques qui sont dans le secteur du transport en ont besoin, parce que la question de l'ordre qui doit régir tous les secteurs d'activité est une question vitale pour tous. La future autorité organisatrice de la mobilité urbaine du Grand Abidjan sera un organe opérationnel chargé, entre autres, des autorisations de transport et de l'imposition de sanctions contre les acteurs qui violent la réglementation en vigueur. Quant à l'autorité de régulation du transport intérieur, elle devrait venir à bout de la corruption en intégrant aussi le règlement des litiges en premier ressort. Ces autorités-là viennent pour régler les problèmes ciblés. Ce qui est bon dans la création de ces autorités, c'est qu'elles auront un caractère autonome. Ça veut dire que ceux qui dirigent, les fonctionnaires qui vont diriger cette autorité, c'est comme les juges. Ils seront comme des juges. On ne donne pas des instructions à un magistrat. Il a le dossier et il le juge. Donc on ne peut pas les influencer. Il faut noter que l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine du Grand Abidjan sera mise en place pour la capitale économique. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ce sont les collectivités décentralisées qui continueront d'assurer la régulation aux côtés des centres de gestion intégrés du ministère des Transports. Le prix de l'essence super sans-plomb baisse. Il passe de 610 francs le litre à 605 francs pour le mois de février 2019, soit une baisse de 5 francs. Celui du gasoil aussi passe de 610 à 605 francs le litre. C'est ce qu'indique une note de la Direction générale des hydrocarbures. L'État a décidé de procéder à des réajustements au regard du prix du baril sur le marché international. Les propositions de la société civile attendues dans la réforme de la commission électorale indépendante, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a rencontré ses acteurs et Mezebeyou les invite à sensibiliser les populations pour des élections crédibles et transparentes à venir. Ahmed Traoré, Abdoulaye Kone. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme échange avec les membres de la société civile, ce dans le cadre du dialogue politique initié par le gouvernement. Au cours de cette rencontre, 2 points étaient à l'ordre du jour. Faire des propositions dans un délai de 2 semaines pour la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante, outre sensibiliser les populations pour l'obtention des élections crédibles et apaisées. La société civile, dans son entièreté, doit s'entendre et saisir cette opportunité pour faire des propositions constructives et pour aboutir à des résultats efficients pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire quoi? Il a été rappelé que selon l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, la réforme devait se faire sur la composition des membres
de la commission électorale indépendante. Se félicitant de cette rencontre, les organisations de la société civile ont assuré jouer pleinement leur rôle. Nous allons nous regrouper pour expliquer à ceux qui ne l'ont pas compris tous les textes de loi qui vont régir cette recomposition de la CEI. Il est très important pour nous que les populations s'approprient ce qu'on appelle la justice électorale. Donc on va leur expliquer, on va leur expliquer comment voter, pourquoi voter et surtout les principes de la non-violence. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a toutefois assuré que des dispositions sont prises afin de permettre aux membres de cette société civile de jouer pleinement le rôle qui leur est assigné par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Liban, enfin un nouveau gouvernement après 8 mois de crise. 30 ministres, dont 4 femmes, certaines occupent des postes clés comme l'intérieur et l'énergie, une première au Liban. Cette équipe est appelée à entreprendre d'importantes réformes pour relancer l'économie du pays. Revenons sur cette information avant de boucler ce journal. Inculpés de crimes contre l'humanité, ils avaient été acquittés mi-janvier. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. Ils sont même sortis de prison ce soir. Une liberté sous condition. Les 2 hommes se rendront dans un pays prêt à les accueillir en attendant un éventuel appel. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.